Donc moi très brièvement, donc, je m'appelle Nassim. Actuellement, je suis lead user researcher chez Alan. J'ai rejoint Alan en décembre dernier, donc j'étais le tout premier user researcher en fait chez Alan. C'est-à-dire que la practice n'existait pas du tout jusqu'à présent. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de user research fait chez Alan, mais ça veut dire que c'était plutôt les designers, etc., qui allaient ponctuellement faire un petit peu de user research, c'est-à-dire ponctuellement aller rencontrer un peu nos utilisateurs. Mais voilà, il n'y avait pas vraiment de process, il n'y avait pas de systématisation de la vérification de nos hypothèses, de la qualité de nos produits auprès de nos utilisateurs. Et moi, l'une de mes missions, c'était de créer un peu cette pratique-là. Donc, il y avait deux versants, c'était développer la user research et puis évangéliser parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Évidemment que les designers, les PM chez nous ont tendance à connaître un peu ces méthodes, mais c'est peut-être moins évident, parfois même pour des ingénieurs, c'est peut-être moins évident pour les sales, c'est peut-être moins évident aussi pour ce qu'on appelle le care, donc les personnes qui répondent à nos membres. Et j'avais aussi cette mission d'évangélisation. Je vous épargne un peu mon CV. Avant, j'ai fait pareil dans un cabinet de conseil, donc j'ai réalisé la user research. Avant, j'étais directeur d'études, en fait, plus ou moins la même chose. Et encore avant, j'étais dans la publicité, mais ça, c'était il y a plus de 10 ans. Mais en tout cas, mon parcours, juste pour faire une petite parenthèse, il boucle bien avec ce que disait Joséphine, c'est que on peut toujours se réinventer, on peut toujours se réorienter, trouver de nouvelles perspectives et apprendre. Et c'est ce que j'ai fait et que j'espère je continuerai de faire tout au long de ma vie professionnelle. Pour vous présenter un petit peu le cours, en gros, je ne savais pas à quel point les gens connaissaient ou pas la user research. Donc, je me suis dit que j'allais faire un petit historique. Alors, il sera rapide, on commencera par là. L'idée, c'est pas de faire la user research depuis le début, mais c'est un historique un petit peu volontairement partial, volontairement subjectif, dans lequel je vais souligner un peu deux, trois aspects des conditions d'arrivée de cette user research aujourd'hui dans la majorité des boîtes. Parce qu'on va voir qu'en fait, de ces conditions d'émergence de la user research, il y a beaucoup de challenges en fait dont on hérite, qu'on va rencontrer quand on doit créer cette pratique, quand on doit la développer au sein d'une société. Une fois qu'on aura fait ce petit détour historique, pareil, si vous avez des questions, si vous voulez que j'aille plus vite sur cette partie, n'hésitez pas à me le dire. On se focalisera sur les pièges à éviter in-house. Alors, j'ai beaucoup parlé dans ce cours dans ce webinaire de user research in-house. C'est par opposition à la user research côté agence ou côté conseil que j'ai connu aussi. Et justement, je pense que quand on est à l'intérieur d'une boîte ou d'une scale-up, dans mon cas chez Alan, on a des challenges en fait spécifiques au fait d'être employé à plein temps en user research. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des challenges qui sont spécifiques. Et donc, il y a un savoir-être, il y a une manière d'interagir un coup avec les designers, il y a une manière d'interagir avec les ingénieurs, une manière d'interagir avec en fait, tout un tas de parties prenantes qu'il est hyper important d'intégrer. Évidemment, au besoin, j'exemplifierai avec des exemples divers et variés. Beaucoup de do et don't en fait dans cette partie, pour le dire très simplement. Et dans un dernier temps, je m'intéresserai à comment être impactful quand on fait de la user research. Quand on va rencontrer des utilisateurs, quand on va trouver de l'insight, quand on va chercher à les comprendre, en fait, ça, on va le faire assez facilement une fois qu'on a les bonnes méthodes, etc. Par contre, ce savoir, quand on l'a emmagasiné, le transmettre, être sûr qu'il va être pris en compte, être sûr qu'il est actionnable en fait par tout un tas de personnes, en fait, c'est un vrai travail pour le user researcher. Et je vous donnerai tout un tas de tips, mais qui vont vous sembler hyper simples, mais qui en fait, une fois appliqués, vous permettent vraiment d'avoir de l'impact. Parce qu'en fait, quand on fait de la user research, et ça c'est vraiment mes quelques années là, sont de plus en plus nombreuses à en faire, c'est vraiment la leçon principale. Le plus dur, c'est pas d'aller chercher l'insight ou d'aller chercher l'information, c'est de la retransmettre d'une manière qui soit facilement intelligible et actionnable. Voilà. Voilà pour le plan de cours. On va commencer, sauf si vous avez déjà peut-être des questions. Je sais pas, je ne vois que mon écran, moi, pour l'instant, je suis en aveugle. Ouais, pour le moment, il n'y a pas encore de questions. Super. Mais il y a un dernier petit point aussi, n'hésitez pas si jamais il y a un terme, un mot, une boîte, un anglicisme, n'hésitez pas à poser la question sur le chat. Oui. Vraiment, voilà. Chez Alan, on est tenu d'en faire le moins possible. Donc, typiquement, c'est quelque chose où je m'appliquerai à reprendre si jamais il y a un anglicisme qui traîne. Ou même une boîte mentionnée, enfin, n'hésitez vraiment pas. Mais merci Nassim, tu peux y aller. Alors, bon, ce qui est hyper important de comprendre, mais ça, je pense que vous le savez tous à peu près, la user research, c'est d'abord en fait lié vraiment à l'émergence de tout ce qu'on a appelé les approches centrées utilisateurs. Donc, toutes ces approches qui vont partir en fait
de l'expérience d'un utilisateur, de l'expérience d'un client avec une marque, avec n'importe quoi en fait, et pour essayer, un, de la comprendre et deux, évidemment, de l'améliorer. Le problème de ces termes, UX, design thinking, expérience utilisateur, etc., c'est souvent en fait un méli-mélo de plein de choses et refaire l'historique, c'est souvent intéressant pour y voir un petit peu plus clair. Et dans notre cas, pour voir en fait comment la user research en fait a émergé dans ce contexte. En gros, il y a eu un basculement, on va dire, à la fin des années 90, début des années 2000, dont parle en fait Jeremy Rifkin, qui est un économiste que vous n'êtes pas obligé d'aller lire, mais en général, c'est quand même ces théories qui ont vraiment le mieux en fait rendu ce changement, qui dit qu'en gros, on est passé d'une économie de la possession vers une économie de la fonctionnalité. En fait, pour le dire autrement, moi, quand j'avais 8 ans, je voulais vraiment des Air Max. Là où aujourd'hui, un gamin qui a 8 ans, il est peut-être moins attaché à la chaussure, mais par contre, l'expérience que peut mettre en avant Nike, le côté sportif, etc., il peut y être beaucoup plus sensible. Et il y a tout un tas d'exemples comme ça de marques en fait qui ont capitalisé non plus sur les objets en eux-mêmes, pardon, mais sur l'expérience proposée et qui ont absolument créé énormément de valeur. Typiquement, GoPro, si on fait un petit zoom en 2006, quand la première GoPro en fait elle arrive sur le marché, on peut pas expliquer le succès de la marque et de GoPro par la qualité du produit. Pourquoi? Parce que la GoPro à l'époque, je vous épargne le détail, mais la lentille, c'est pas la meilleure qu'on puisse trouver sur le marché. Pour le dire autrement, l'image, elle est pas géniale. La capacité de stockage est pas folle non plus. En gros, l'objet en lui-même, c'est pas une excellente caméra. Par contre, l'expérience qu'elle propose, c'est-à-dire, comme ce motard en arrière-plan, de pouvoir filmer ses sessions de sport, de pouvoir partager, etc., c'est une expérience qui est complètement nouvelle. Et en gros, GoPro va plus ou moins créer son segment de marché et se développer dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé en termes d'expérience et ils ont créé à partir de là énormément de valeur. De ça, effectivement, il y a pas mal de consultants, d'universitaires qui vont détecter ce phénomène, qui vont s'en emparer. Il y a Tim Brown qui va créer IDEO, donc vraiment le premier cabinet de conseil vraiment orienté design thinking, etc., en 91. Don Norman, qui depuis a un cabinet spécialisé en test utilisateur, en expérience utilisateur, il est recruté chez Apple en 95. On dit souvent que c'est le premier recrutement UX in-house. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qui se raconte un petit peu dans l'histoire. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée que l'expérience utilisateur, c'est vraiment un switch, c'est vraiment un changement de paradigme, une nouvelle manière en fait de voir les choses. Je passe rapidement là-dessus parce que je vois que le temps va vite et parfois je suis un petit peu trop long. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est qu'à l'origine, l'UX, ça désigne vraiment tous les points de contact d'un utilisateur entre une interface, mais entendu au sens large. J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, on a tendance à réduire un petit peu l'UX à l'interface écran, typiquement. En fait, c'est beaucoup plus large, expérience utilisateur. Moi, j'ai travaillé sur des problématiques, par exemple, où il n'y avait aucun écran. Les service designers, par exemple, parfois peuvent travailler sur des problématiques qui vont être améliorer le déplacement des voyageurs dans une gare, etc. Et on n'est pas forcément sur une problématique d'écran. Et cette première acceptation de l'UX, qui revient aujourd'hui avec force, il faut vraiment la garder parce que de cette acceptation de l'UX large, on a une user research large, c'est-à-dire qui ne se limite pas à des tests sur écran, pour le dire un petit peu rapidement. J'avance s'il n'y a pas de questions. Évidemment, je passe rapidement là-dessus, mais dès qu'on s'intéresse à l'expérience utilisateur, on s'intéresse à l'utilisateur. Le problème, c'est que l'utilisateur, c'est un petit peu une boîte de Pandore, c'est-à-dire que quand on ouvre et quand on cherche à le comprendre, il y a énormément de choses à prendre en compte. Là, j'ai pris l'exemple d'une famille qui a une borne McDo, et si je veux comprendre l'interaction, si je veux comprendre ce qui se passe, il y a évidemment tout ce que je peux voir, donc il y a ce que va voir l'utilisateur, ce qu'il pense, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, la manière dont il interagit avec l'écran, les dispositifs qui sont mis en place, son contexte, la famille, etc. Mais il va aussi avoir pas mal de choses qui lui sont propres, son expérience, son histoire, etc. Et toutes ces choses-là vont impacter son expérience utilisateur, vont impacter peut-être la manière même dont il va interagir avec la borne, selon qu'il soit pressé, selon qu'il se soit, par exemple, accroché avec sa femme juste avant, je sais pas. Enfin, il y a plein de choses, en fait, et c'est très complexe de comprendre un utilisateur. De là, effectivement, la user research, elle va commencer à émerger. Elle va commencer à émerger. Pourquoi? Parce que quand le design thinking va se développer, si vous connaissez un petit peu le design thinking, j'avance un petit peu, il y a typiquement ces 5 phases. Observer, analyser,
idéer, le terme français n'existe pas, mais en gros, réfléchir, on va dire brainstormer, prototyper, puis tester. Évidemment, c'est itératif, on peut recommencer, etc., etc. La phase d'observation et la phase d'analyse, typiquement, c'est un peu le terreau de la user research. La user research, elle va commencer à émerger ici. Pourquoi? Parce que à la base, le design thinking, c'est un processus de design. Encore une fois, design à entendre au sens anglo-saxon, c'est-à-dire c'est un processus de conception, d'innovation. Et la user research va s'intéresser en fait à ces deux premières étapes, l'observation et l'analyse. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte, comme je vous le disais, que observer un utilisateur, ça devient rapidement très complexe et il faut rapidement on va dire des capacités, un bagage spécifique. Donc on va avoir de plus en plus en fait d'anthropologues, de sociologues, moi je suis plutôt sociologue, qui vont en fait se spécialiser là-dedans, c'est-à-dire dans l'entretien utilisateur, dans essayer de comprendre ce qu'il y a derrière une action, derrière une interaction, derrière un point de contact. Et en fait, la user research va émerger là-dessus. La user research, c'est intéressant parce que pour préparer ce cours, j'ai regardé un petit peu les définitions qu'on en trouvait. Il y a une page Wikipédia, je ne savais pas, elle existe depuis 2 ans, donc c'est encore assez frais. Par contre, je trouve que la définition, pour le coup, elle fait à mon sens consensus avec d'autres définitions qu'on peut trouver, elle est assez englobante et je trouve qu'elle marche bien. Donc en gros, c'est comprendre en fait les comportements de l'utilisateur, ses besoins, donc j'en arrive sur un truc qui est un petit peu plus profond, ses motivations, donc là on est lié à son histoire, son parcours, etc., etc., à travers des techniques d'observation, de l'analyse, etc., etc. Et en fait, c'est juste ça la user research, c'est comprendre notre utilisateur, comprendre ses spécificités, etc. Ça ne veut pas dire, pour rentrer un peu dans le détail des techniques, que la user research n'est que qualitatif. Il y a plein de manières de comprendre. On peut comprendre avec de la data, on peut comprendre avec des questionnaires, on peut comprendre évidemment avec des entretiens, on peut comprendre avec de l'observation sur le terrain. Mais en tout cas, c'est vraiment se concentrer sur cet utilisateur et c'est vraiment de savoir ce qui se passe dans sa tête quand il interagit avec un système, avec une expérience au global. En fait, et c'est aussi ce que je veux vraiment que vous ayez en tête, je disais, c'était le premier truc à retenir vraiment de cette première partie, qu'on ne se limitait pas du test écran, de même que l'UX ne se limite pas du test écran, et ben la user research, elle ne se limite pas à un process d'innovation. En fait, si mon travail, pour le dire autrement, c'est de porter la voix de l'utilisateur, chez Alan par exemple en ce moment, en fait, il y a plein de manières de le faire et je peux m'adresser à énormément de personnes. Typiquement, il y a les choses les plus logiques. Évidemment, historiquement, il y a l'histoire de la user research qui émerge dans un contexte d'expérience utilisateur. Je vais évidemment beaucoup échanger avec les designers, principalement peut-être sur des tests utilisateurs, sur des tests sur écran, etc. Parfois sur d'autres sujets, mais évidemment, c'est un point de contact très fort quand on est in-house. Évidemment, les devs et les ingénieurs. Pourquoi? Parce que s'il y a une modification, une nouvelle feature, etc., on va évidemment beaucoup interagir avec eux sur les problématiques d'implémentation dont je parlais un petit peu en amont. Et puis avec les product managers et plus largement avec le produit, parce que la user research va beaucoup aider à optimiser le produit, voire en créer de nouveaux, etc. Donc on interagit beaucoup avec le produit. Sur ces trois acteurs-là, en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre la user research dans le conseil ou en agence, c'est la user research in-house. Par contre, quand on est in-house, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup plus d'interlocuteurs. Pourquoi? Parce que typiquement, aller voir la data, croiser un peu les regards, ça peut être super intéressant et du coup, on est amené à le faire de plus en plus. La data a énormément de points de contact, a énormément d'informations, de data points. Nous, on a l'intentionnalité de l'utilisateur sur certains sujets. Évidemment qu'en échangeant, on a pas mal de choses à se dire. On peut échanger aussi avec le customer service. Alors chez nous, on appelle ça le care chez Alan, mais pourquoi le customer service? Il est en contact aussi avec une partie de nos utilisateurs. Chez Alan, on appelle nos bénéficiaires, nos membres. Le customer service, il est en contact tous les jours, puis s'engage à répondre en moins de 3 minutes avec nos membres. Donc évidemment qu'il a un regard sur l'utilisateur et évidemment que moi, dans le cadre de mes recherches, ça va m'intéresser aussi, ou dans l'autre sens, peut-être que j'ai des informations à leur transmettre. Et puis les sales aussi, typiquement, échanger avec nos clients. Je le fais aussi, c'est nos clients, donc ce qu'on appelle les admins, c'est-à-dire les personnes qui sont DAF, RH, etc., qui utilisent la plateforme Alan, mais côté administrateur. C'est aussi des personnes que j'interroge et c'est aussi des personnes dont je vais mieux comprendre les intentions, je vais mieux comprendre les besoins, les logiques d'action, le contexte d'usage. Et donc, j'ai intérêt à transmettre aussi ce savoir aux sales. En fait, en étant in-house, le métier reste le même, juste on a beaucoup plus
d'interlocuteurs et donc beaucoup plus aussi de contraintes de rendre cette recherche accessible et facile à comprendre. J'ai fait un petit comparatif, désolé pour cette slide qui est pas très très jolie, mais l'essentiel y est. En gros, quand on est pas in-house, on a deux contraintes principales qui vont être de porter de la voix de l'utilisateur et de rendre intelligibles et actionnables les résultats de ses recherches. Ça reste vrai pour moi. Il se trouve juste que, en étant in-house, j'ai des contraintes en plus. Je dois m'assurer de la bonne implémentation de mes enseignements. En gros, qu'à un moment, ça a une prise sur le réel, que tel insight que j'ai trouvé se traduise d'une manière ou d'une autre, hein, soit une feature, que ça soit un wording qui est repris, que ça soit un nouveau service, que ça soit quelque chose, mais à un moment, il doit toucher seul. Il faut vraiment, voilà, je suis garant du fait que mes recherches elles soient actionnables et implémentées. Évidemment, ça c'est pas vrai quand on n'est pas in-house, puisque on va souvent remettre des recommandations et puis après on part sur un autre projet. Et enfin, j'assume. Bah oui, c'est tout bête à dire, mais ce que je dis ou ce que j'avance, bah j'ai les conséquences de mes actes. Typiquement, ça peut impacter des choix. Ces choix, en termes de produits, pourquoi pas en termes de stratégie, sont hyper importants. Et ben derrière, effectivement, il faut pouvoir assumer, il faut pouvoir les défendre, etc. Donc, in-house, on a plus de contraintes. On a aussi plus d'interlocuteurs, ce qui rend aussi, je pense, la chose, c'est mon jugement très subjectif, vous l'avez dit, très très intéressante. Mais effectivement, on peut pas et à aucun moment faire de la recherche hors sol. Et pour le dire autrement, notre recherche, les insights qu'on va y trouver, faut pas qu'ils finissent dans un cahier d'idées. Faut qu'ils finissent typiquement par être une fonction. Faut qu'ils finissent par être implémentés. Et c'est, je pense, la différence principale avec le fait de pas être in-house versus être in-house. Je pourrais développer ici, je sais pas s'il y a des questions, Joséphine, surtout m'arrête pas. Arrête-moi, je vais dire encore. Surtout m'arrête pas, me dis rien. Mais voilà, ça c'est vraiment pour moi la différence principale et ce qui rend le fait d'être in-house assez passionnant. Alors justement, on a une petite question de Mélina qui Ouais. demande dans quelle mesure le rôle de l'UX designer est impacté par par la présence d'un UX researcher dans une entreprise. Est-ce que son rôle il est réduit car il fait moins de UX research? Alors merci pour cette question, c'est quelque chose que je vais aborder, donc je te propose de pas trop t'en dire tout de suite, mais effectivement, clairement, c'est un des enjeux principaux, c'est pour faire un peu de teasing. Surtout qu'en général, historiquement, ce qui va se passer, c'est que le user researcher va être recruté après les designers. En gros, tu as besoin de designers vraiment jour 1, ne serait-ce que pour designer ton produit, la V1 de ton produit. User research va venir un petit peu plus tard. Donc typiquement, il y a un enjeu en fait là-dessus. Je vais te dire moi ce que j'en pense dans quelques slides. Pour finir là-dessus, donc le user researcher, c'est un avocat de l'utilisateur. En gros, nous, ce qu'on porte, et moi, ce que je porte chez Alan très souvent, c'est les représentations, les besoins et les attentes de l'utilisateur. J'ai un impératif pour leur dire d'impact sur les décisions, tant au niveau du produit qu'au niveau stratégique. Et moi, j'ai de la chance parce que chez Alan, en fait, je suis dans une boîte qui est très mature sur ces problématiques-là. Jean-Charles, il a vraiment à cœur d'avoir des user researchers chez Alan, etc. Donc, on a un avantage d'être audible. Mais même dans une boîte où il y a un fit au niveau culture, c'est un combat de tous les jours parce que c'est très facile quand on n'est pas au contact avec les utilisateurs, et c'est le cas de quasiment tout le monde, de perdre de vue leurs besoins. Donc c'est vraiment un travail de tous les jours, c'est ce travail un peu d'advocacy, comme on dit en bon français, voilà, de défendre en fait la voix de l'utilisateur. Alors, pour répondre à la question qui a été posée, je vais maintenant et d'autres, je vais me concentrer sur les pièges à éviter quand on est in-house, puisque donc maintenant 10 mois chez Alan, j'ai pu voir en fait des petits pièges à éviter. Je vais les expliciter. Ces pièges-là, en fait, ils sont évités. C'est pour ça que j'ai précisé savoir-être. C'est juste qu'en fait, le mindset en tant que researcher doit un petit peu changer quand on est in-house, mais une fois qu'on a intégré ce mindset-là, en fait, les choses se font assez naturellement. Alors, premièrement, avec les designers. Donc, j'ai 3 slides pour expliquer la relation avec les designers. C'est le point d'entrée naturel. Effectivement, il y a un enjeu. La question était hyper pertinente. Donc, quand on est user researcher in-house, la première chose à faire, c'est évidemment de ne pas être en conflit. Alors, dit comme ça, évidemment, ça ressemble vraiment à un poncif, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à faire. Même nous, user researchers, on est assez coupables là-dessus. Pourquoi? Parce que au début, on veut un peu créer de la distance avec le design. Bah oui, pourquoi? Parce que quand on arrive, et même si les designers sont nos frères en termes d'approche, centré utilisateur, etc., on se dit oui, mais bon, ces sujets-là, maintenant, c'est les miens, etc. Et j'ai un enjeu vraiment à m'emparer de tout ce qui est recherche et tout.
c'est vraiment la dernière chose à faire. Pourquoi? Parce que la user research, elle est hyper importante pour le designer. Évidemment, tous les designers maintenant sont user-centriques depuis longtemps et ont une appétence de toute façon à aller voir l'utilisateur, mais ils en ont besoin même dans leur travail. C'est-à-dire que si on les coupe de la user research, le travail d'itération ou même le fait de se nourrir par de nouvelles idées devient plus difficile. Évidemment qu'il reste les brainstorming, etc., mais le contact avec l'utilisateur, c'est vraiment un besoin pour le designer, quasiment avec une intensité égale au fait que ce soit un besoin pour le user researcher. Donc, faut pas être en conflit, vouloir vraiment défendre son précaré, et au contraire, faut inclure les designers le plus possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt aussi en tant que user researcher quand on est in-house, c'est que il va falloir défendre en fait la voix de l'utilisateur. Et le premier relais là-dessus, ça va toujours être le designer. Parce qu'il a cette appétence pour le fait d'aller tester, d'aller voir l'utilisateur. Quand on ramène un insight, en général, et ça a été vrai toute ma carrière, celui qui s'en empare le plus facilement, c'est le designer, et celui qui le défend le plus facilement, c'est aussi le designer, quand évidemment, nous, on n'est pas là. Donc, c'est le premier, entre guillemets, relais d'insight et relais du travail un peu de porte-voix qu'on cherche à faire. Donc, c'est hyper important de garder vraiment un contact hyper serré avec les designers. Enfin, je trouve aussi qu'il y a, quand on arrive in-house, il y a un sujet de chaîne d'empathie. C'est-à-dire, en fait, moi, en allant interroger mon utilisateur, j'éponge un peu ce qu'il ressent, il y a un énorme travail d'empathie, etc. Et je pourrais vous faire un webinaire entier sur les interviews, sur comment justement on travaille d'empathie et de compréhension, d'éponger vraiment tout ce qui est utilisateur est hyper important. Je pense ensuite qu'il y a un travail, c'était une expression qui m'avait été donnée par Marion, qui est une designeuse chez Alan, de chaîne d'empathie. C'est-à-dire que cette empathie, il faut qu'elle se transmette. Et en fait, ce premier maillon, c'est le designer. Lui, quand vous lui expliquez ce que ressent l'utilisateur, parce il a aussi cette démarche-là, il va vraiment bien le comprendre. Et donc, cette chaîne d'empathie se progresse comme ça, et c'est hyper important qu'à terme, pour filer un peu la métaphore, elle traverse vraiment toute la boîte, quoi. Donc, faut vraiment être très, très proche de lui. Enfin, l'utilisateur, il a la vue produit. Et il a une meilleure vue produit que vous. C'est normal, c'est son métier. Surtout chez nous, on a des product designers, donc vraiment des gens dont le point d'entrée en termes de réflexion, en termes de design, est souvent le produit. Et vous avez besoin de cette vue-là parce qu'elle va vous aider en amont de la recherche, quand vous allez cadrer un peu, affiner les objectifs de votre recherche, et aussi pendant, parce qu'une recherche, c'est un travail vraiment, c'est pas, en tout cas quand on est in-house, on a un brief, des objectifs, on cadre et on livre. La recherche, on itère souvent, même au cours de recherche, etc. Et ce travail d'itération, dès qu'il touche le produit, c'est super intéressant de le faire, par exemple, avec les designers. Donc, il y a un intérêt vraiment à éviter à tout prix le conflit avec les designers. Le problème d'éviter le conflit, c'est oui, mais comment on fait? Bah, typiquement, en ne voulant pas être le responsable unique, celui qui s'occupe de toutes les recherches. Je vous dis ça parce que ça a été un sujet de discussion, même chez Alan, en fait, avec Oujala, donc qui est aussi user researcher, on est désormais deux, et qui s'intéresse justement à tous ces sujets plus d'un point de vue organisation, etc. Et la discussion qu'on avait, c'était est-ce qu'on s'occupe de toutes les recherches ou est-ce qu'on permet à des personnes de monter en puissance en fait sur la recherche? On a été sur la deuxième solution, qui est contre-intuitive, hein, parce qu'on se dit au début, ouais, bah non, moi je suis user researcher, donc la user research, c'est ma responsabilité. Sauf que c'est pas le plus malin parce qu'en gros, faut que les designers typiquement puissent s'emparer de certaines recherches. Et évidemment, j'ai derrière la tête tout ce qui va être lié à des tests d'utilisabilité, etc. C'est hyper intéressant que les designers puissent le faire. Je pense que c'est une partie intégrante de leur travail itératif, de leur travail de réflexion, etc. Par contre, oui, nous, dans ce cas-là, notre travail en tant qu'user researcher, ça va être un travail de facilitateur. Ça va être faciliter, pourquoi pas, ce qu'on appelle le research ops, donc tout ce qui va être le recrutement des personnes, etc. Regarder un peu le protocole de test et voir s'il y a des biais, par exemple auprès des personnes interrogées ou de la manière de faire le test. Bref, faciliter en fait ces tests-là. Mais après, typiquement, c'est tout un ensemble de tests dont les designers peuvent s'emparer. Et même sur des tests, des recherches un peu plus stratégiques, par exemple, là, on réfléchit à un sujet assez stratégique de partenariat, etc. Donc, on fait des entretiens qualitatifs. C'est pas moi qui pilote cette recherche. C'est-à-dire, j'ai aidé à la cadrer, etc. J'ai été facilitateur là-dessus, mais c'est pas moi qui la pilote. Et le fait, en fait, de pas vouloir avoir l'ownership de toutes les recherches, ça va être deux fois efficace. Efficace d'abord dans la relation avec les designers, typiquement dont on parlait au début, et efficace aussi pour cette chaîne d'empathie dont je parlais. C'est-à-dire que si tout le monde
peut, parce qu'on a fourni, nous, user researchers, les bons outils, les moyens de faire ça facilement, faire une petite recherche à un instant donné, bah, les gens vont avoir tendance de plus en plus à aller voir les utilisateurs. Et nous, en fait, c'est ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est rapprocher, bah, dans mon cas maintenant, rapprocher Alan de ses utilisateurs. Donc, c'est assez facile, parce qu'Alan était déjà proche de ses utilisateurs. Mais tout researcher, quelle que soit la société dans laquelle il se trouve, même dans une boîte du CAC qui peut avoir plus de mal, plus de frilosité là-dessus, ton but en tant qu'user researcher, c'est de rapprocher. Et rapprocher l'utilisateur, c'est pas forcément faire le plus de recherches possible. C'est aussi parfois juste donner à chacun la possibilité de mener des recherches. Et toi, à ce moment-là, tu es juste garant du fait que la recherche a été bien menée, qu'elle n'est pas trop biaisée, etc. J'espère que ça répond à la question qui a été posée. Et enfin, don't exclude the design from the field. Donc, embarquer les designers, on est toujours dans cette relation avec les designers, pas seulement qu'avec les designers, en fait, embarquer tout le monde. Vraiment, moi j'essaye, par exemple, même quand je fais des entretiens en one-to-one, vraiment, où je suis seul avec la personne, c'est une technique d'entretien que j'aime bien, parce qu'en général, ça crée de l'intimité, donc on a souvent beaucoup d'informations. J'essaye de plus en plus de faire venir des gens, soit pour shadower, c'est-à-dire vraiment écouter de manière passive, soit même pour intervenir en fait au fil de l'entretien. Tant pis si ça peut rajouter un petit peu de biais dans les questions, parce que ça permet en fait spécifiquement quand on est designer de recharger un petit peu la boîte à idées. Un designer quand il sort dans l'entretien, il n'a pas le même regard que vous. C'est hyper intéressant de débriefer. Et de manière plus globale, ça pique pour n'importe qui. En fait, un entretien avec un PM, typiquement, c'est super cool de débriefer avec. Et puis, comme je disais déjà dans le slide précédent, le contact avec l'utilisateur, c'est rafraîchissant pour tout le monde. Pas plus tard qu'hier, et j'ai un PM en fait qui m'a demandé en gros c'est quand tes prochains entretiens utilisateurs, parce que j'ai pas forcément de questions à poser, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu d'utilisateur en fait. Et en fait, une fois qu'il y a ça, bon, moi ça veut dire que premier travail de sensibilisation sur la user research, etc. a marché, mais ça prouve aussi qu'on a besoin régulièrement d'aller voir l'utilisateur. Et enfin, nous, ça va faciliter aussi autre chose, c'est que quand les personnes entendent de première main les retours, c'est beaucoup plus facile de les nier. Je dis pas qu'on les nie volontairement, les retours, mais parfois, quand on a un retour très franc, qui est dur, on va vouloir le pondérer. On va vouloir se dire, ouais, mais la question a été mal posée, ouais, mais c'est un extreme user, donc un utilisateur vraiment qui était super extrême dans tout ce qu'il disait, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on dit après coup, mais en fait, quand on y était, on peut pas nier en fait le feedback, et le fait de pas nier le feedback, alors c'est parfois un peu douloureux parce qu'on est tous attachés à notre produit, mais ça force à se positionner, ça force aussi à aller de l'avant et à prendre des décisions, donc c'est aussi super efficace. Donc voilà, dès que vous faites un terrain au sens large, de l'entretien à vraiment aller en physique sur le terrain, essayez d'embarquer un designer si possible, et si vous pouvez pas au moins embarquer un designer, embarquez quelqu'un, parce que ne serait-ce que pour croiser les regards. Ne travaillez pas en silo, vraiment fuyez les silos au maximum. Voilà, c'était quelques slides donc sur les pièges à éviter spécifiquement avec les designers que j'ai volontairement élargi un petit peu. Ici il y a le récap, alors qui n'est qu'en anglais, mon Dieu. Donc voilà, ne soyez pas en conflit, incluez-les, capitalisez sur leur connaissance du produit, sur leur connaissance de l'interface, etc. Elle est plus fine que la vôtre, donc ça peut être super intéressant. Ne pas garder vraiment l'ownership de toutes les recherches, vouloir défendre son précaresse, c'est le pire truc à faire, ça va créer du silo, il y aura moins de recherche de produits, enfin, c'est vraiment le dernier truc à faire. Soyez facilitateur, au contraire, là-dessus. Et toujours dans cette logique de précaré, évitez de dire au designer non, c'est ma recherche, je préfère pas que tu viennes, ça va rajouter du biais. Au contraire, évidemment que ça rajoute un petit peu du biais parce que peut-être que la personne va poser des questions en faisant de l'imposition de problématiques, en faisant pas mal de choses dont on se méfie, mais ça permet surtout de croiser les regards, etc. Et ça a infiniment plus de valeur d'avoir une personne avec vous, même pour un entretien ou pour n'importe quel terme. Voilà sur la partie in-house, les petits pièges à éviter avec les designers. J'ai effectivement, et la question soulignée, commencé par les designers parce que et c'était aussi pour ça que je faisais le rappel de l'histoire de la user research. On a toujours été très proche du design. Typiquement, chez Alan, la community user research est en fait incluse dans la community design. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça, mais ça me paraissait faire sens parce que c'est deux approches très, très centrées utilisateurs et très proches. Et donc voilà, je voulais un peu spécifier les do et don't avec les designers. Pour élargir un petit peu à l'équipe produit. Les designers, ça va être quand vous êtes un peu votre. Je surveille là parce que je parle beaucoup. Ok. Ça va être un peu votre premier combat naturel, savoir comment se positionner avec les designers. Mais quand vous avez commencé à produire de la recherche, vos premiers
travaux, etc., vous allez beaucoup interagir avec l'équipe produit. Alors au début, l'équipe produit, il y avait un petit peu, il y a la tâton. Alors ça dépend évidemment de son niveau de maturité sur user research, mais qu'est-ce qu'il fait, à quoi ça sert, etc. Donc les premiers projets, en général, peuvent être de votre initiative. Moi, la chance que j'ai eu en rejoignant Alan, c'est que ils avaient déjà brainstormé pas mal avant que j'arrive, et en fait, ils m'ont proposé plusieurs projets, etc., sur lequel me positionner, qui étaient importants pour certains PM et tout. Mais parfois, voilà, au début, on avance à tâtons, et puis, au bout d'un moment, ça devient une période heureuse pour vous, mais tous les PM, toutes les équipes produits ont compris à quoi vous servez, potentiellement ont compris que vous avez de la valeur, que vous avez gagné votre premier combat. Par contre, vous allez être pingé dans tous les sens et votre force de travail, quelle que soit votre bonne volonté, est limitée. Du coup, il y a un enjeu en fait à pas être le yes man ou woman évidemment, et à savoir dire non. Et c'est très difficile de savoir dire non parce qu'au début, on est flatté en fait quand on est user researcher et qu'on vient nous voir. Genre là, j'ai un arbitrage super important à faire, il faut que tu m'aides. Ouais, trop cool et tout, je vais aider, etc. On a emballé souvent les sujets de recherche. Moi, chez Alan, ils sont tous, enfin, honnêtement, ils sont tous super intéressants. Donc, c'est très, très, très dur de dire non. Et puis, il y a les gens qui ont un naturel. Moi, je dis tout le temps oui, typiquement. Ça me coûte beaucoup, mais voilà. Et donc, on aura un peu lutté pour certains, comme moi, typiquement, contre en plus la nature. Mais il faut pas le faire. Pourquoi parce qu'en fait, parfois, si j'ai 3 PM qui me sollicitent pour des recherches, pour faire des recherches, évidemment que c'est flatteur. Par contre, c'est du temps que j'ai pas pour faire d'autres recherches et potentiellement des recherches qui ont plus d'impact. Et en fait, quand vous êtes user researcher in-house, c'est hyper important de vous jauger au regard de l'impact que vous avez euh, sur sur le produit, évidemment, pourquoi pas, mais même plus largement, pourquoi pas sur les décisions de la boîte, parce que c'est là que plus vous avez d'impact, plus vous êtes utile, hein, pour le dire assez facilement. Donc en gros, quand on vient vous voir avec un brief, évidemment, il ne faut pas dire non par défaut. Par contre, il faut jauger un peu la recherche que vous allez pouvoir faire. Et parfois, il ne faut pas avoir honte à dire, franchement, sur ce sujet-là, on peut aller voir des utilisateurs ou on peut faire un sondage ou on peut aller chercher de la data côté utilisateur, mais je suis pas sûr que ça ait énormément de valeur. Je pense que c'est un courage de le dire, mais qu'il faut savoir le dire. Le user research permet de faire des choses. Par contre, le user research ne pourra pas résoudre tous les arbitrages et surtout savoir dire non. Ça vous permet de vous focaliser sur une recherche qui aura peut-être plus d'impact, etc. Évidemment, quand je dis ça, c'est excessivement lié au contexte et à la fameuse in-house où vous êtes. Moi, chez Alan, c'est facile de dire ça maintenant. Je pense que ça l'était moins quand je suis arrivé, très sincèrement. Mais c'est facile de dire ça parce que les gens peuvent entendre, voilà, non, Flory, pour prendre le nom d'un PM qui existe vraiment, si vous voulez recouper et tout, je peux pas faire cette research. Je pense pas que j'ai énormément de valeur. Je pense pas qu'il qu'il faille faire cette research. Et je veux plutôt aller sur un sujet qui est plus exploratoire, qui est peut-être pas immédiatement tangible, mais qui peut avoir beaucoup d'impact. Chez Alan, ça, on l'entend tout à fait. Que vous travaillez sur une recherche qui soit hyper exploratoire, ou potentiellement vous allez rien ramener, mais ou potentiellement aussi vous allez ramener quelque chose d'hyper important, on l'entend tout à fait. C'est lui aussi, je pense, à la maturité d'Alan sur le sujet. Je pense que c'est pas vrai dans toutes les compagnies, mais en tout cas, à minima, challengez le brief qu'on vous propose et dites si vous pensez pas, vous pensez que la recherche, la user research n'est pas la meilleure pour apporter des éléments. Typiquement, hein, parfois, il n'y a pas besoin d'user research, un bon brainstorming, ça suffit. Ou parfois, il n'y a pas besoin d'user research. La data, en fait, en croisant quelques données, peut fournir des réponses hyper précises beaucoup plus rapidement. Enfin voilà, il y a plein de cas où en fait, on n'est pas fondamental et je pense qu'il faut le savoir le dire. Alors, pas au début. Au début, on a tendance à vouloir se rassurer et rassurer autour en prenant des sujets, etc. Mais une fois que la machine s'enclenche et que vous êtes pingé tous les jours, vous pouvez, voire même, il est vital de savoir dire. Donc là, the research be the bottleneck. Alors un autre travers qui va venir quand vous travaillez avec les équipes produits, c'est que les équipes produits, elles ont souvent un impératif de delivery. Il faut qu'elles tombent des choses. Elles fonctionnent en sprint, etc. Donc il y a un rythme qui est assez soutenu. Et la peur, je pense, de tout PM, en tout cas au début, c'est que vous fassiez un peu bottleneck. Goulot d'étranglement en bon français, qu'en gros, on attend les résultats de vos recherches pour pouvoir avancer. Il faut jamais se retrouver dans cette situation-là parce que, si ça arrive, potentiellement, vous frustrez des gens qui attendent pour pouvoir, et l'attente a un coût, en fait, pour le dire de manière très pragmatique. Deux, vous allez vouloir finir beaucoup plus vite, et du coup,
forte chance que vous fassiez un peu n'importe quoi ou que votre phase d'analyse qui arrive après le terrain, traditionnellement, soit un petit peu raccourcie et en fait n'ait pas énormément de valeur, alors qu'à mon sens, elle a énormément de valeur, voire peut-être autant que le terrain. Comment faire? Vous communiquez vos résultats au fil de l'eau. Alors, je sais, quand on est user researcher, on n'a pas envie parce que, ouais, mais j'ai interrogé que 2 utilisateurs, du coup, c'est forcément biaisé. C'est pas grave. Vous dites, j'ai interrogé 2 utilisateurs, mais voici déjà ce que j'ai pu trouver. Chez Alan, on a pris des décisions. Parfois, on avait interrogé 4 personnes. Euh, le qualitatif, par définition, on n'est pas obligé d'aller chercher du nombre. Par contre, quand on interroge les 4 personnes, oui, elles sont représentatives et oui, on a été vraiment en profondeur dans leur présentation, dans leur motivation, etc. Et derrière l'insight, on a un continent d'informations qu'on peut développer si besoin. Mais n'hésitez pas à le faire au fil de l'eau et ayez pas le travers que moi personnellement j'avais quand j'étais pas in-house, du mode projet. Genre, il y a un brief, un cadrage initial, et puis il y a un livrable final. Oubliez ça, communiquer au fil de l'eau parce que très souvent, nous chez Alan, on dit souvent qu'avec 70% d'informations, on peut avancer. Et typiquement, c'est ce que fera le PM si vous communiquez au fil de l'eau. Moi, les PM maintenant, alors ça dépend évidemment des sujets, des sujets où j'attends toujours un petit peu, mais ils se décident souvent avec mes rapports intermédiaires ou avec les premiers insights que je leur envoie et pas avec le rapport final. Et pour tout vous dire, même des fois, on me dit, là, on a pu arbitrer, t'es même pas obligé de finir la recherche, c'est bon, on a suffisamment d'informations. N'hésitez pas à faire ça au fil de l'eau, c'est totalement contre-intuitif au début parce qu'on se dit les résultats que j'ai, bon, ils sont super biaisés. Certes, précisez-le. Dites, ah, j'ai tel biais, j'ai un biais parce que j'ai pas assez de récurrence, ou j'ai un biais parce que cette personne est peut-être pas représentative, ou j'ai un biais parce que, voilà, quel que soit votre biais. Mais fournissez vos résultats et laissez les gens autour de vous s'en emparer. Vous virez le côté bottleneck, ça rassure tout le monde, et puis même vous pouvez travailler en fait plus sereinement. De toute façon, évitez tout ce qui est silo ou sous-marin, etc. Communiquez énormément. Ça vous évitera aussi d'avoir ça, la recherche qui est utilisée, donc Silver Bullet, pareil, désolé pour mon très bon français, mais en gros comme le truc vraiment, la user research a dit ça, donc c'est ça. Ça, c'est ce que vous voulez éviter. Pourquoi? Parce que les personnes en fait qui disent ça à votre place, souvent, et c'est normal, elles disent un peu plus ou pas vraiment ce que disait la user research. Pourquoi? Parce qu'on est tous comme ça, on est tous biaisés, on a tous nos représentations, on a tous notre subjectivité. Et je sais que moi, typiquement, quand je prends une liste d'insights, même si j'ai l'insight 1 et 2 qui se contredisent, la personne, si elle penche pour le 1, elle va voir que le 1 et pas le 2 ou minorer le 2, etc. Les personnes sont biaisées et souvent, quand elles disent la user research a fait ça, c'est j'ai voulu entendre de la user research ceci ou cela. Mais c'est même pas un processus conscient, donc on peut pas en vouloir aux gens. Il faut vraiment garder ça en tête. Un, on est biaisé. Et deux, les équipes produits, elles sont très rapidement solution oriented. C'est-à-dire que je vais évidemment caricaturer parce que les raisonnements sont un poil plus complexes, mais pour vous donner une idée, c'est sur un test écran, tel CTA n'est pas visible par les utilisateurs. Bon, on le met en beaucoup plus gros et en fluo. Je caricature, on n'a jamais des idées comme ça, mais en fait, méfiez-vous du donc sur la base de vos recherches. En fait, votre recherche, elles vont ramener vraiment la pensée de l'utilisateur, mais ça ne veut pas dire que c'est directement implémentable. Votre travail de recherche, il faut une analyse, qui va prioriser, donner des indices, formuler des hypothèses, mais pareil, ça reste des hypothèses. Et derrière, il y a peut-être un travail d'idéation, etc., pour trouver des bonnes solutions, et ensuite un travail de priorisation parmi ces solutions-là. En fait, c'est pas de la user research, on trouve quelque chose. Il faut vraiment éviter ça parce que c'est le meilleur moyen qu'il y ait des mauvais choix qui soient faits et qu'ensuite ces choix vous soient reprochés à vous, user researcher, alors qu'en fait, non, moi j'ai proposé mes trucs, oui, mais les gens ont interprété, etc., etc. Le petit récap, donc je passe rapidement parce que le temps passe trop vite. Donc savoir dire non, ne pas faire goulot d'étranglement et ne pas être la silver bullet et faites attention à ces points-là parce que c'est des points qui peuvent avoir un coût à moyen terme. Hein. Ne pas savoir dire non, c'est travailler sur des projets qui n'ont pas beaucoup d'impact et en avoir trop. Faire bottleneck, c'est un peu perdre de la confiance côté équipe produit parce que ils vous attendent, ils sont bloqués, c'est pas super cool pour eux. Et Biz et Silver Bullet, pareil, il y a un coût pour vous parce que on ferait dire des choses à la recherche que la recherche ne disait pas. Et évidemment, derrière, ça peut avoir un coût énorme. Et enfin, avec la strat, oui, parce que la recherche, c'est pas forcément que du produit, ça peut être un petit peu de la strat. Alors, pas tout le temps, on en rêve, nous, en tant qu'user researcher, en fait, on n'a pas tout le temps les bonnes réponses, mais parfois, on interagit avec la strat. Ne pas être timide, oui, on peut avoir de l'impact et on peut monter sur des sujets stratégiques, faut sortir du bois. C'est un approche qui m'est fait parfois, hein, je vous le dis en toute transparence.
parce que moi j'ai cette appétence produit, etc. Mais parfois on peut monter sur les sujets strat, on a beaucoup à dire, typiquement en vérifiant les hypothèses sur lesquelles repose une décision stratégique. Souvent il y a des hypothèses qui sont en fait pas vérifiées par nos utilisateurs, et dommage parce que quand on va gratter, en fait c'est pas forcément vrai parfois chez l'utilisateur. Donc ça c'est une chose à faire. Et l'autre, typiquement vous en parlez de sujets très exploratoires, je dis n'importe quoi, mais pour nous, ça pourrait être des sujets type les Français et la santé dans 5 ans, ou les émergences de nouvelles tendances en santé, etc. C'est des sujets où, comme je vous le disais, on y va, on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver, on peut peut-être réinventer la roue, ou on peut, et là ça devient super intéressant, trouver un truc où on se dit, là il y a quelque chose à faire, etc. etc. À l'inverse, si vous montez sur la strat, soyez pas over-promising, c'est-à-dire, dites pas non mais moi je peux en parler de sujet strat et je peux vraiment faciliter votre l'arbitrage, un arbitrage stratégique. Vous participez à cet arbitrage, mais c'est pas par vous que se fera l'arbitrage. Euh, on est la partie d'un tout, c'est-à-dire que nous, on va vraiment être utile pour vérifier des hypothèses, vérifier des assumptions, vérifier l'appétence peut-être, même de manière très exploratoire de nos utilisateurs sur certaines choses qu'on voudrait proposer. Par contre, c'est pas seulement avec de la user research qu'on fait un arbitrage ou qu'on prend une décision stratégique. Et ne dites pas ça parce qu'on pourrait vous faire confiance et du coup, derrière, vous aurez des résultats qui seraient ambivalents et du coup, il y aurait de la perte de confiance et soyez pas over promising. Comme je vous le dis, quand on est in-house, on doit assumer derrière. Donc, soyez juste sincères. En général, ça marche mieux. Voici c'était les deux petits conseils à éviter avec la strat, non pas avec l'équipe produit, et pardon pour la petite coquille. Et voilà pour les petits conseils in-house. C'était les pièges à éviter. On va arriver sur la dernière partie qui est plus courte. Joséphine, on a jusqu'à 9h30, c'est ça? Ouais, ce qu'on peut faire, c'est que là, on peut prendre les 10 minutes restantes pour cette dernière partie. Et ceux qui peuvent rester avec nous, qui ont des questions, resteront. Et ceux qui doivent malheureusement nous quitter pourront partir tranquillement. Okay. Je vais aller rapide sur cette dernière partie, mais j'ai parlé beaucoup dans cette présentation d'impact, en fait, de la notion d'impact en termes de user research quand on est in-house. Hein, c'était le titre de ce webinaire. Hein, de toute façon, c'était comment être impactful, etc. De plus en plus, en fait, de boîtes ont ce mindset. C'est le mindset qu'on a chez Alan. C'est en gros pour jauger une practice ou pour jauger des personnes. On regarde l'impact qu'ils ont. Je pense que c'est une bonne approche pour la user research parce que ça lui évite vraiment d'être hors sol, hein, c'est-à-dire de produire des recherches qui vont pas être utilisées, etc. Et c'est vraiment le sujet quand on est in-house. C'est moins vrai quand on n'est pas in-house parce qu'en fait, on n'est pas tributaire de ce qui va se passer derrière la recommandation, derrière la phase d'analyse. Et quand on est embarqué, quand on est chez le client, comme on disait en conseil, pour le coup, on a cet impératif d'impact. Ce qu'on veut éviter, c'est ça. Donc, cette super gravure, c'est la pitié de Delphes. L'user researcher n'est pas un oracle et évitez ça. Alors, je dis éviter ça parce que, évidemment, c'est un côté flatteur quand vous prenez un café et qu'on vient vous dire Nassim, que pensent ces utilisateurs sur tel sujet? Là, attendez, je réfléchis, etc. À mon avis, ils pensent ça. La vérité, c'est qu'il faut être humble. Très souvent, vous en savez rien. Même si vous avez fait une recherche un peu voisine, elle n'était pas sur ce sujet précis, vous ne le savez pas. Et surtout, si les personnes viennent vous solliciter de cette manière-là, c'est mauvais signe pour vous pour deux raisons. La première, c'est que vous allez dire des choses qui ne sont pas dans vos recherches, il ne faut jamais le faire. Et la seconde, c'est que les personnes ont pas forcément accès aux résultats de vos recherches ou pas connaissance exacte des sujets sur lesquels vous travaillez. Et si vous voulez avoir de l'impact, c'est pas compliqué, il faut que votre recherche elle soit visible et accessible. Donc, même si c'est un côté flatteur, si les gens vous voient comme un espèce de prophète slash chaman slash personne qui aurait des connaissances sur les utilisateurs que personne n'aurait, c'est flatteur mais mauvais signe sur votre capacité à communiquer les résultats de vos recherches, sur vos capacités à faire connaître aussi ce que fait pas la discipline. Donc, c'est pour vous. Et je dis ça parce que ça arrive parfois. En fait, un warning, désolé pour le bon français, un signal assez fort que vous ne communiquez pas assez, que vous avez un travail vraiment de pédagogie, de communication autour de votre travail et des résultats de vos recherches. Comment faire? Alors, premier truc, vos recherches doivent être visibles de tous. Tout le monde doit avoir accès à vos recherches. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire, oui, je l'ai mis sur le drive, donc tout le monde y a accès. Non, non, je ne parle pas littéralement. Je veux dire que accessible dans le sens où la recherche doit être simple et intelligible. C'est-à-dire que si je veux trouver un insight, si vous n'avez pas constitué une petite librairie qui permet de chercher facilement, c'est difficile pour tout le monde.
ça veut dire aussi qu'il faut multiplier les points de contact. Évidemment que vous allez produire des rapports de recherche. Et le rapport de recherche, personne ne le lira entièrement. Même si vous l'avez bien rédigé, et dans la slide suivante, j'ai quelques tips pour vous, qui soient aussi un minimum digeste. Multiplier les points de contact. Typiquement, ce qu'on a fait chez Alan, qui n'est pas encore parfait, qui mériterait d'avoir plus de force, mais donc nous, on a une énorme culture de l'écrit, et pareil, je pourrais vous faire un webinaire entier sur notre culture, mais on communique excessivement par écrit, parce qu'on se dit que par écrit, l'information est transparente, accessible à tout le monde, et surtout, tout le monde a le même niveau d'information. Donc c'est hyper utile, ça nous permet d'éviter les réunions, etc. Mais du coup, quand on a une culture d'écrit forte et qu'on est en asynchrone et qu'on est aux quatre coins de France et de l'Europe maintenant, Slack, ça devient juste fondamental pour échanger avec les équipes, etc. On a un channel Slack qui s'appelle User Insight et qui, de manière à peu près aléatoire, remonte souvent un insight extrait d'une recherche de manière un peu marrante. C'est-à-dire qu'en gros, l'insight qu'on prend, c'est un insight qui va trancher avec une idée reçue. On l'illustre avec des verbatims. Et puis on demande aux personnes, voilà, si vous voulez en savoir plus, vous me le dites, et le rapport, il est là. Et c'est bête, mais en faisant ça, c'est un exemple parmi une infinité d'autres qu'on pourrait imaginer. On multiplie les points d'entrée potentiels, les points de contact, si on devait mapper un peu le parcours, vers les résultats de vos recherches. Faites-le parce qu'en fait, c'est jamais les mêmes personnes, moi typiquement, qui vont aller voir mes rapports de recherche, que celles qui vont réagir sur le message Slack que je vais mettre, etc. Donc, faut pas hésiter à le faire. Et surtout, il faut garder en fait un principe que JC transmet souvent, répète à qui veut l'entendre, mais on ne peut pas trop communiquer, c'est impossible. Donc, pour l'état de recherche, vous en parlez beaucoup. Vous pouvez, si vous avez une culture un peu plus qui permet les réunions plus facilement, si vous êtes en présentiel, même événementialiser vos recherches. N'hésitez pas à storyteller un petit peu. On n'a pas trop cette culture du storytelling en France, mais en fait, c'est hyper efficace. C'est-à-dire, vous prenez l'insight le plus fort de vos recherches. J'entends par plus fort celui qui tranche le plus avec les idées reçues. C'est le titre de votre event et vous faites un petit event sur la pause déj pour discuter autour de vos recherches, etc. Bref, rendre les choses intelligibles, les rendre simples, multiplier vraiment les points de contact pour qu'en gros, à peu près tout le monde sait sur quoi vous avez travaillé, sur quoi vous travaillez, ce que vous faites pas, etc., etc. Et ce travail aussi d'over-communication, il va permettre aussi aux personnes voir plus clair entre ce que fait la user research versus ce que pourrait faire la data, versus ce que pourrait faire la market research, parce que parfois la user research et de la market research dans une même société. Voilà, ça permet de clarifier et c'est vraiment un impératif. Ne soyez pas super jargonnant, soyez accessible. Enfin, même une pensée complexe peut s'énoncer très clairement. Il y a un adage comme ça, et c'est très vrai pour la user research. Deuxième conseil, vos recherches, elles doivent être inclusives. Alors, j'ai déjà un peu dit quand je parlais de registre de langue, etc. Qu'il soit visible de tous, que vous ayez multiplié les points de contact, c'est cool. Maintenant, il faut quand les personnes, du coup, attrapées par le point de contact, vont voir vraiment vos recherches, faut qu'elles puissent les lire facilement. Pourquoi? Parce que votre intérêt premier, c'est que votre recherche se diffuse auprès de tout le monde. Alors, évidemment, qu'un designer ou un PM, lui, va lire la totalité de votre rapport parce qu'il est assez curieux, etc., etc. La data aussi, ils ont une appétence pour la user research parce que souvent, c'est un endroit où ils sont aveugles, c'est vraiment sur l'intentionnalité, etc. Donc, eux, c'est hyper intéressant pour eux, donc ils vont lire vos rapports, etc. Mais quand je dis tout le monde, c'est que une personne du CARE qui, par exemple, a interagi avec un de nos membres, qui s'est posé une question et qui s'est dit, il y a peut-être un truc en user research, tiens, ils ont fait ce rapport, il faut que le rapport soit facilement accessible. Et qu'est-ce que j'entends par accessible et inclusif? C'est que je peux en avoir les enseignements en quelques secondes. Et ça, c'est hyper important. J'ai pas besoin. Alors évidemment que les 20 pages de rapport, elles existent parce que vous êtes quelqu'un de très sérieux et que vous voulez que votre recherche, soit hyper sérieuse. Par contre, si vous voulez en avoir la sève en 5 minutes, ça doit pouvoir être possible. La petite capture que je vous ai mis là, c'est la première page de nos rapports maintenant chez Alan. C'est en gros, déjà, les premières lignes, c'est juste resituer le rapport. Donc, on dit que c'est dans un projet de recherche plus large, etc., etc. On dit que la lecture complète, on informe là-dessus, elle prend 15 minutes. C'est quelque chose qu'on vérifie. Et ensuite, de dire, voilà, vous avez 5 minutes, vous voulez une overview. Vous pouvez cliquer là sur Highlights. Vous avez la sève de la sève. Vous avez 10 minutes, il y a les enseignements clés, ça prend 5 minutes de plus, etc. Et vous avez 15 minutes, vous pouvez lire ce rapport.
Cette logique-là, elle est hyper importante parce que typiquement, le mec du care qui se pose une micro-question très précise suite à une interaction avec le client, il va juste lire, va juste prendre les 5 minutes pour voir les highlights et se dire ah ok donc ça faisait écho à ça, c'est super intéressant pour telle et telle raison, etc. Pareil, un ingé qui peut se poser une question chez nous, pareil, il va aller plutôt sur highlight, etc. Les personnes qui veulent creuser, ils vont lire le rapport, mais en tout cas, pensez à ça dans la manière dont vous faites le rapport. Donc ça, c'est pour la forme. C'est aussi vrai sur le ton. Je l'ai dit un petit peu il y a 5 minutes, mais ne jargonnez pas. Il y a un côté rassurant à jargonner, spécifiquement quand on est user researcher, parce que la discipline étant nouvelle, avoir son jargon, avoir sa mythologie, etc., ça la professionnalise, ça l'institutionnalise en fait. C'est un procédé qui est très connu en sociologie. Ça arrive beaucoup des nouvelles disciplines. Sauf qu'en fait, franchement, quand vous êtes en confiance et que vous avez fait vos preuves, vous n'avez plus besoin de ça. Vous pouvez dire très simplement des choses. Parler d'un protocole partout, etc., c'est cool, mais enfin, un protocole, c'est juste la manière, c'est juste le script de votre recherche, la manière dont elle va se dérouler, etc. Si vous évitez le jargon, vous vous rendez accessible et vous simplifiez pas votre pensée. C'est hyper important parce que quand on jargonne trop, typiquement, il y a des personnes qui vont pas aller trop long. Et ce conseil-là, je vous le donne, mais c'est un conseil qui m'avait été fait au début chez Alan. Parce que le souci de légitimité, évidemment, quand on arrive dans une nouvelle boîte, en plus c'était Alan, c'est un peu le truc, on rêvait d'y être, etc. Au début, on se dit, je vais mettre le paquet. On a tendance un peu pour se rassurer et pour se dire quand même, ce que je fais, c'est pas n'importe quoi, à beaucoup jargonner. Évitez ça. Vos collègues, je pense qu'il y aura de la bienveillance, etc. Et s'il n'y a pas de mots techniques, votre recherche paraîtra pas plus dense et surtout, elle se diffusera beaucoup mieux. Et le meilleur moyen que vous avez d'avoir de l'impact, c'est que vos recherches se diffusent. Donc vraiment, pensez en termes d'inclusivité, c'est vraiment ça. Rendez simple vos recherches. Ça veut dire aussi que vos rapports, ils peuvent avoir des schémas, ils peuvent avoir des petits trucs simples. Ça ne Comment dire, vous perdez pas en densité, vous permettez juste une meilleure diffusion. Il est 9h30, je crois qu'on arrive sur la fin. Oui, vos recherches, elles sont génératives. Ça, c'est le top du top. C'est en gros quand vos recherches sont la base de nouvelles idées. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites par exemple, vous croisez des bases de données que vous faites qui vont inclure tous vos insights et qui vont va permettre après de rechercher par tag ou par mots-clés. Et typiquement, ça c'est plus ou moins facilement faisable sur Notion, qui est gratuit et qu'on utilise d'ailleurs chez Alan. Ça permet aux personnes, sur la base de vos recherches, d'avoir de nouvelles idées, soit de recherche, soit de création de services, etc. Quand vos recherches en elles-mêmes elles deviennent génératives, là vous avez un peu tué le game, j'ai pas de meilleure expression, parce qu'en gros les personnes vont avoir un intérêt à aller voir le résultat de vos recherches et vous, en termes d'impact, effectivement, c'est quelque chose qui est hyper important. Première chose. Et deuxième chose, ça permet de remonter sur ce vieux schéma des processus de design thinking sur la phase d'idéation. Bah oui, parce que la recherche, ce n'est pas la solution. Et typiquement, vous pouvez aussi, vous êtes légitime aussi, en tant que user researcher, à vous emparer un peu de cette phase d'idéation, c'est-à-dire tout ce qui va être brainstorming, etc., sur la base des résultats de vos recherches. Ce que je vous conseille juste, si vous faites ça, c'est de vous placer plus en facilitateur d'atelier qu'en acteur d'un atelier, parce que les personnes vont accorder beaucoup de poids à ce que vous dites, même dans le cadre d'un brainstorming, en disant oui, mais lui, il a la recherche derrière, donc peut-être qu'il est le meilleur vu que nous. Et du coup, vos réponses vont avoir, à mon avis, trop de poids. Par contre, en tant que facilitateur, c'est pas mal, et ça vous permet du coup d'avoir une recherche qui est générative d'idées, et c'est toujours hyper plaisant. Enfin, moi, typiquement, quand j'ai une recherche qui soit aboutit sur la création de nouvelles idées, soit croisée avec une autre recherche, créer quelque chose de nouveau, je trouve ça hyper valorisant. Sauf erreur, je crois qu'on arrive à la fin. Oui, alors j'ai un peu dépassé, je m'en excuse. J'ai beaucoup parlé et je prends bien sûr, pour ceux qui sont encore là et qui on peut rester un petit peu, toutes vos questions. Trop cool. Merci beaucoup Nassim. Merci à tous d'avoir été là. Comme Nassim l'a dit, on va prendre quelques minutes pour ceux qui sont dispo pour prendre des questions. Cette fois-ci, pour les questions, je vous propose d'allumer vos micros pour directement échanger avec Nassim. Et avant de prendre les questions, on a Camille et Léopold qui te remercient, Nassim. Ils disent que c'était top et qui te souhaitent une bonne journée. Pareil, Arnaud qui dit que c'est super concret. Donc, trop cool. Je t'enverrai aussi les retours qu'on a. Merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à suivre nos pages sur les réseaux. On poste tout le temps plein d'events différents. Et c'était une des premières fois qu'on accueillait Nassim chez Lyon. Donc, trop contente d'avoir Nassim parmi nos intervenants. Et maintenant, pour ceux qui ont quelques minutes, on va prendre des questions. Si je ne dis pas de bêtises,
Et si Mathieu est encore parmi nous, il avait une question pour toi, mais je crois que Mathieu a dû partir. Je te la poserai après, Nassim, mais je lui enverrai la réponse. Ok. Mélina aussi, si tu es encore là et que tu veux poser ta question, n'hésite pas. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas noté leur question et qui veulent s'adresser directement à Nassim, allumez vos micros. On est encore en petit comité, donc normalement, ça devrait bien se passer. À vos questions. Bonjour à tous, moi c'est Mélina. Du coup, merci beaucoup Nassim, c'était très concret effectivement. Et j'avais une petite question sur un peu les objets de recherche, parce que tu le dis au début, c'est plus que du test d'écran. Oui. Mais finalement, concrètement, est-ce que tu as des exemples d'objets de recherche qui montrent bien qu'on est plus que seulement du test d'écran? Typiquement, tu vois, une recherche sur, par exemple, la relation, tu vois, des Français à la santé, tu vois, les nouvelles représentations qu'ils peuvent avoir en termes de santé. C'est une recherche où il y a zéro écran de cette recherche. C'est une recherche que j'ai menée, tu vois, typiquement, et qui visait à comprendre, en fait, un peu tout ce changement que tu as dans le rapport à la santé, tu vois, où, alors sans te faire toute la recherche, mais tu arrives à des résultats type, pendant très longtemps, par exemple, être en bonne santé, c'était ne pas être malade. C'était vu par la négative. Là où maintenant, tu vas avoir une recherche de bien-être, tu vois, d'aller mieux tout le temps, etc. Et tu vas toucher des problématiques telles que la méditation, le sommeil, la bonne alimentation, etc. Et c'était un travail de recherche là-dessus. Donc, à aucun moment, tu vois, tu as un écran. Et puis, potentiellement, ce qu'elle va aller nourrir, c'est soit une décision stratégique, soit potentiellement une réflexion sur des nouveaux services qu'on voudra ajouter, etc. Tu vois. Et là, tu es très, très loin de tout ce qui peut être test d'utilisabilité, tout ça. Voilà. Ok, très clair, merci. Je t'en prie. Merci pour ta question, Mélina. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions peut-être? Alors, Emma, par exemple, qui me dit, je pose deux questions à l'écrit, désolé, un peu bruyant. Où mets-tu tes recherches à dispo? Donc, est-ce que tu les mets dans un Notion? Est-ce que tu les mets sur un Drive pour qu'elles soient facilement consultables? Ouais. Alors, sur le Drive, oui. En fait, on met tout sur le Drive, on travaille que sur le Drive. Chez Alan, c'est assez particulier, donc je ne peux pas vous refaire tout le contexte ici, ça sera un petit peu long, mais on est dans une logique de full transparence, donc tout document est accessible de tout le monde tout le temps. Donc, de toute façon, les résultats sont par défaut sur le Drive. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'on utilise énormément de Notion pour stocker du savoir, en fait, chez nous. Et l'exemple dont je vous parlais, en fait, avec des librairies d'insight qui, en fait, vont rediriger soit sur le rapport de recherche, soit sur une fiche personnelle que j'avais faite, etc., mais qui vont permettre, parce qu'elles sont dans Notion, d'avoir accès à un moteur de recherche et tout, c'est quelque chose qu'on fait aussi. Alors, c'est encore en version bêta, ça mériterait d'être affiné, mais c'est quelque chose qu'on fait et qui est un point d'entrée. Et ensuite, elles sont à disposition aussi sur les channels Slack, où moi, alors je vous l'ai pas dit, mais quand je disais on peut pas vous faire communiquer, évidemment qu'on a un Slack dédié à user research, un Slack dédié aux insights, mais quand je fais un rapport de recherche, moi, je le mets un petit peu partout, quoi. Enfin, clairement, pour pas le voir, faudrait limite parfois ne pas avoir allumé Slack. Mais typiquement, je vais le mettre sur le channel du crew et je vais vraiment pinguer les personnes du crew en disant vraiment lisez-le, etc. Avec des majuscules, pointez, tout ce que vous voulez, mais voilà, je veux que les personnes vraiment aillent dessus. Et parfois, quand les sujets sont un petit peu plus larges, même les mettre sur des channels un peu plus généraux, etc. Donc, en gros, j'ai pas trop la notion de flou ou de, vous voyez, enfin, je les mets un petit peu partout. Et ensuite, les points d'accès, en fait, ils sont divers. C'est-à-dire que quelqu'un qui va arriver, par exemple, via l'Insight Library, va rentrer à un endroit spécifique du rapport, etc. De toute façon, on multiplie les points d'accès. Mais je les mets partout. Et oui, ils sont toujours accessibles de tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai parfois des questions sur des recherches qui avaient été faites. Typiquement, la première recherche que j'avais fait chez Alan, j'ai encore eu des questions, je crois, le mois dernier. Donc, c'est une recherche qui avait 8 mois et j'avais encore eu des questions dessus, quoi. Donc voilà. Cool, merci Je sais pas si Nassim. ça répond bien à la question, mais. On a aussi une deuxième question de Emma. Elle demande Oui. comment est-ce que vous procédez chez Alan pour générer un flux de feedback dense et régulier, en externe comme en interne, et le traiter de manière efficace. Alors, j'ai pas compris le début de la question, elle a été un peu coupée. Alors, comment est-ce que vous procédez chez Alan pour générer un flux de feedback dense et régulier, en externe comme en interne, pour le traiter de manière efficace? Ouais, alors il y a plein de. En fait, les flux de feedback, ils sont multiples, ils interviennent à différents niveaux.
honnêtement, la première source de feedback quand même qu'on a, elle est pas, elle est, enfin, c'est une source entrante, c'est les personnes avec qui on interagit au chat. En fait, vous savez, donc chez Alan, le point de contact, point d'entrée principal chez nous, c'est le chat, c'est pas le téléphone. Par contre, on s'engage à répondre en moins de 3 minutes, etc. Mais c'est par le chat. Et c'est le point d'entrée principal. C'est-à-dire qu'un utilisateur pas content, un utilisateur sur le produit comme sur le service, en fait, il va s'exprimer sur le chat, en fait, très facilement. Et c'est un point d'entrée à tel point que moi, je suis régulièrement, parfois, en shadow sur le chat. J'échange très souvent avec le CARE, etc. C'est le point d'entrée principal. Ensuite, alors ça dépend des périodes, mais parfois, en fait, on va faire des recherches qui sont rolling, c'est-à-dire, en gros, désolé pour le très bon français encore, mais en gros, qui sont, alors pour l'instant, ça c'est en pause là depuis 2 semaines, mais à une époque, par exemple, j'interrogeais en fait de manière aléatoire 3 de nos membres par semaine, en fait. Et c'était un autre point d'entrée, etc. Et pareil, c'est un point d'entrée qui peut générer du feedback, etc. Et là, on va mettre en place un autre point d'entrée qui va être tous les mois, ce qu'on appelle des Usability Days, où on va donc focaliser cette fois-ci vraiment sur les tests sur écran, etc. Parce que les autres types de feedback étaient plus larges, c'était parfois de l'écran, mais parfois des choses sur les services ou même sur la manière dont on rembourse telle ou telle garantie. Et l'idée, ça va être une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois, en fait, de passer en revue tous nos applicatifs et de faire des tests, et avec des Alaners, et avec nos membres, etc., quoi. Donc voilà. On a pas mal d'entrées. Et puis après, tu as des trucs très très classiques, hein. Tu vas avoir le NPS, tu vas avoir d'autres indicateurs aussi qu'on est en train de mettre en place. En fait, ils sont assez multiples. Tous ne sont pas issus ou produits par la user research, attention. Il y a des choses qui viennent de la data, des choses qui viennent du care, du coup, il y a des choses même qui viennent de nos sales. Par contre, la user research va les picorer, c'est-à-dire que moi, tous ces points-là, je les vois comme des data points et ils peuvent me servir potentiellement comme point d'entrée pour une recherche, pour un préliminaire à une recherche ou même dans le cadre d'une recherche. Voilà. Et tous ces points-là permettent d'itérer, en fait. En fait, l'itération est très large chez nous, elle est constante. Ça va être des itérations peut-être sur écran, typiquement, sur nos écrans, sur notre app, peut-être de l'itération sur nos produits. Je dis n'importe quoi, mais si on a beaucoup de retours d'un certain type de client, comme quoi telle offre n'est pas adaptée, on va commencer à y réfléchir, etc. Enfin, on a plein de points d'entrée et de prétextes pour itérer. Trop cool. Merci Nassim. On a une question de Delphine qui là revient un petit peu sur toi, tes débuts chez Alan et qui demande un peu le plus gros challenge à la création de la practice UX Research chez Alan. Wow, il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. En fait, si tu me demandes chez Alan, je te dirais que le plus gros challenge, en fait, il est la culture d'Alan. Vous voyez, je suis un petit peu, enfin, je sais pas si ça se voit déjà, je suis assez bavard, moi, en fait. J'ai un naturel où je parle beaucoup, etc. Tout bêtement, ça m'aide à réfléchir parfois, à formuler ma pensée. Quand je suis arrivé chez Alan, on travaille toujours de manière asynchrone. Ça veut dire que quand je pose une question à quelqu'un par Slack, j'attends pas qu'il me réponde dans la minute, et strictement par écrit. Et donc, effectivement, j'ai dû réinterroger en fait ma pratique de la user research et de voir comment elle pouvait s'intégrer là-dessus. Typiquement sur les problématiques même de diffusion des recherches, de diffusion des rapports, etc. C'est-à-dire que l'exemple que je vous ai donné un peu d'événementialiser pendant un déj en présentant des slides, si vous voulez, les résultats de ma recherche, c'est un truc qui typiquement j'ai pas fait chez Alan. Je pense que j'aurais pu en fait, parce qu'on n'est pas non plus, on a des principes, mais l'idée c'est que les choses se fassent hein, avant les principes. Mais c'était pas forcément hyper intuitif. Et donc ce rapport à l'écrit, ce rapport à l'asynchrone, ça a été un bon challenge parce que clairement j'ai dû réinterroger ma pratique. Mais c'est aussi ce que j'étais venu chercher. En fait, je trouvais ça hyper excitant parce que d'une manière ou d'une autre, ça fait plus ou moins 10 ans quand même que je fais ce métier-là. De se dire ok, bah là tu vas complètement le réinterroger pour qu'il puisse marcher dans une boîte qui grossit, c'est-à-dire qu'il y a un contexte qui est toujours changeant et ça c'est hyper important. On est 200 aujourd'hui, enfin ça va très vite. Je sais plus combien on était, je crois qu'on était 80 quand je suis arrivé. Enfin, c'est déjà plus la même compagnie et avec une forte culture d'écrit, une forte culture de la synchro, etc. Ça a été, je pense, le plus gros challenge. Ça n'a pas été l'acculturation à la user research parce qu'en fait, il y avait une bonne appétence chez Alan, à savoir que Charles et Jean-Charles, les cofondateurs, étaient convaincus par la pertinence en fait de la user research. Le design, l'équipe design était hyper aussi en soutien. Edouard, Marion, etc. Enfin, toute l'équipe design était vraiment super content d'avoir des user researchers. Et globalement, tout le monde chez Alan, les PM étaient déjà assez matures en user research, ils savaient parfaitement ce que c'était, à quoi ça servait. Donc, pareil, ils étaient très confiants.
j'ai pas forcément eu beaucoup à convaincre de l'utilité des user research. Donc ça peut être un challenge quand vous arrivez dans d'autres compagnies, mais sur les boîtes plus matures, les scale-up en général, franchement, il y a pas trop à convaincre là-dessus. Mais voilà, non, c'était la culture de l'écrit et la culture de la synchrone qui ont vraiment réinterrogé ma pratique et qui ont été un beau challenge au début. Ouais. Trop cool. Bah, merci beaucoup Nassim d'avoir répondu à la question de Delphine. On a aussi Emma, pour qui j'avais lu les 2 questions d'avant, qui te remercie et qui dit que c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Et ensuite, on pourra libérer aussi Nassim, qui a gentiment pris sur son temps de boulot. Et donc, je vous propose une dernière question. Si quelqu'un veut allumer son micro ou la taper sur le chat, et je la lirai pour vous. Et puis, s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vous remercie tous. Merci encore, Nassim. C'est toujours trop cool. Et la user research, bah, ouais, c'est ton métier, tu le dis, mais on pourrait y parler pendant des heures. C'est toujours super intéressant. Merci de nous avoir donné tes bons conseils et d'avoir parlé de chez Alan, comment est-ce que tu avais instauré tout ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Et je vous envoie aujourd'hui un petit mail récap avec les slides de Nassim. Et j'espère vous revoir très bientôt pour des événements Lyon. Et très bonne journée à tous. Et aussi, on repostera le replay sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller suivre notre chaîne YouTube. Je mettrai le lien dans le mail. Merci encore, Nassim. C'était trop cool de t'avoir avec nous. Et merci à vous tous.